Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on préparera notre semaine de trading, on verra les différents plans qu'il peut y avoir sur Bitcoin, que ça soit aujourd'hui et dans les prochains jours. On parlera de la baisse qu'on a en cours, est-ce qu'on a un top de marché ou au contraire est-ce qu'on a une correction pour repartir et aller chercher l'ATH. On verra bien sûr Ether qui continue à surperformer le Bitcoin. On parlera des altcoins avec 3 cryptos qu'on a demandé d'analyser et on terminera par le marché US qui performe plutôt bien. Je comptais également reprendre la question du jour, vous posez une question en commentaire, j'y réponds publiquement en vidéo, donc je vous invite dès maintenant à me parler, à échanger, tout simplement à me partager surtout une question, trading, investissement, crypto, money management, indicateur, analyse technique, ce que vous voulez en rapport avec le trading, l'investissement et les cryptos, et je vous répondrai bien entendu de manière publique. En fin de vidéo, je prends une ou deux questions et j'y réponds, ça peut clairement vous aider et vous permettre d'être clairement meilleur. Donc je vous invite dès maintenant à me mettre une question qui vous passe par la tête, il n'y a pas de mauvaise question bien entendu, et j'y répondrai en détail. Alors, je commence ici par le Bitcoin. Maintenant, on a plutôt commencé par les annonces économiques. Demain, 13 mai, on a le CPI, l'inflation aux États-Unis. Donc, c'est la seule donnée importante. Après, on a le PPI le 15, mais c'est surtout cette donnée-là qui va être la plus importante cette semaine en fonction des chiffres. Bien entendu, on a toujours des attentes qui sont réalisées. Si on a des chiffres qui sont conformes aux attentes, en général on a très peu de volatilité parce que le marché price et anticipe à l'avance ses résultats. Si au contraire par contre on a des chiffres qui tombent qui sont au-dessus ou en dessous des attentes, c'est là où au contraire on peut avoir pas mal de volatilité. Et je vous rappelle, l'inflation a de l'importance sur la potentielle prochaine baisse des taux qui aura lieu c'est dans 37 jours. Donc voilà, d'ici là, il y a le temps, en fonction des annonces qui vont arriver, ça peut bien sûr bouger, mais c'est surtout la grosse annonce économique qui arrive demain. Je commence par le Bitcoin qui reste dans une dynamique de fond haussière. Ici, on le voit en daily avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. On a ici fait une très bonne impulsion, on a été chercher plus 40%, on est proche de faire un nouvel ATH. Ici, à partir de là, on voit que le Bitcoin est à seulement 5-6% de faire un nouvel ATH. Maintenant, on est quand même sur résistance, on est sur des précédents sommets, donc attention, méfiance, on pourrait être sur des gros ranges et pourquoi pas retracer, revenir chercher des niveaux plus bas. Dans tous les cas, on n'est pas ici sur du swing trading ou sur du long terme dans des zones où il faut absolument FOMO, il faut être méfiant, c'est toujours dans des baisses quand tout le monde capitule, et c'est là où on voit le sentiment de marché, c'est là où on voit également comment les gens se raisonnent. Je reparlerai surtout sur Ethereum, c'est encore plus flagrant, mais voilà, c'est toujours pareil, quand tout le monde panique, quand tout le monde, ça y est, parle de bear market, c'est souvent les meilleurs moments pour se positionner, et quand tout le monde est euphorique, c'est peut-être les meilleurs moments pour prendre des profits, et on va voir après que on a peut-être un début d'euphorie, c'est léger comparé à ce qu'on a pu connaître auparavant, mais l'order flow nous dit ça en tout cas. Pour le moment, on verra ça après, mais là on a une petite baisse avec quand même une bougie daily que je suis pas fan en général de ces bougies. Ils peuvent indiquer un top pas spécialement définitif, mais un top on va dire moyen terme. Ce genre de bougie, on a tout simplement une impulsion haussière, c'est-à-dire on tente de break ici ces précédents sommets. Ici on a deux sommets importants qui c'est une zone de résistance sur du court terme. Ici on le voit bien. Et on a une tentative de break ici qui est soldée par un échec. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui ont poussé. On a eu pendant une période une demande qui a été supérieure à l'offre. On a essayé de break et on n'a pas réussi. C'est-à-dire que là, on a en plus enclenché des stop loss. On a déclenché des buy market, parce que au-dessus des précédents sommets, on a souvent des SL. Si je mets en 4 heures pour que ça soit plus visible, on a ici des SL. Ça veut dire qu'on déclenche des stops de buy market. Enfin, on déclenche des buy market, des stop loss de shorter. C'est tout simplement des rachats de positions. Et si on n'a pas eu de short squeeze, c'est qu'en face, il y a eu de l'absorption. Parce que dites-vous, quand vous avez un achat, vous avez une vente. Le marché, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand vous êtes acheteur, en face, c'est qu'il y a un vendeur. Quand vous vendez un Bitcoin, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui vous achète un Bitcoin. C'est un jeu à somme nulle, un achat, une vente, un achat. Donc automatiquement, quand on enclenche énormément ici de buy market, en face, faut voir c'est les ventes où ils se situent. Soit on a de l'absorption, et dans ce cas-là, on va avoir ce genre de mèche, ça veut dire qu'on va pas avoir un short squeeze, soit on n'a pas d'absorption, on n'a pas de ordre passif, ordre limite en attente d'être exécuté, et dans ce cas-là, on peut avoir un short squeeze assez important. Là, ça nous montre tout simplement ce genre de mèche qu'on a une tentative de break, échec par les acheteurs, réaction vendeuse, et j'aime pas ce type de bougie en daily, ça peut nous témoigner d'un top court moyen terme, pourquoi pas avoir un retracement plus important. Ce qui va faire suivre, c'est la clôture daily, parce que là on est, comme je l'ai dit, sur une absorption, un piège au niveau des acheteurs, on serait potentiellement sur un ravalement si on commence à clôturer en dessous de cette bougie impulsive. C'est le genre de pattern que j'explique assez souvent, comme quoi c'est des patterns que je n'aime pas spécialement le voir. Vous voyez, ça me fait penser à ce genre de pattern qu'on a ici. C'est-à-dire on est dans une dynamique qui est haussière, on le voit bien ici avec des creux de sommet de plus en plus haut, et là on va avoir une tentative
de break par le haut, échec, ravalement en breakant les précédentes bougies, et en général on est sur un top. On le voit ici, on voit pareil à ce niveau-là. Hop, une mèche qui vient chercher les deux précédentes mèches, réaction vendeuse et un ravalement. On le voit par exemple sur celle-là. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent sur le BTC. Tout ça, c'est des tentatives de poussée qui sont soldées par des échecs. Et ouais, c'est des patterns que je suis pas fan de voir parce que ils nous témoignent qu'on a une réaction vendeuse, surtout on est sur des extrémités hauts. Donc on va voir en fonction de la clôture daily. Donc je serais plutôt prudent sur ces zones là. Maintenant, si on connaît des retracements plus importants, je rappelle ici on perd le 15 minutes, on est en train de le perdre, ce tunnel 15 minutes qui nous a bien lead cette tendance, et il y avait clairement des opportunités de longue pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, la zone que je vais surveiller, qui est toujours le cas que je vous avais partagé, c'est si on vient chercher tous les stop loss. Là déjà on a cherché pas mal de SL, on retourne chercher vers les 101 500$. On a ce niveau de résistance qui maintenant fait office de support, et on a ce tunnel 1 heure qui va s'aligner parfaitement. On a d'ailleurs des points pivots également à ce niveau-là. On a le point pivot monthly au niveau des 101 700$, et on a un point pivot weekly au niveau des 100 700$. Donc cette zone-là, c'est une très bonne zone de confluence pour chercher des longues uniquement si on a une réaction acheteuse sur le BTC. Je vous avais partagé un short que j'ai clôturé de mon côté, j'ai pris ma perte, comme je vous l'avais dit, j'étais pas fan de ce genre de short. Malheureusement, c'est mon setup qui me dit d'exécuter ma position. Donc si mon setup me dit que je dois rentrer en position, je rentre en position. J'ai pris ma perte, j'ai pris mon stop loss, je passe à autre chose, et c'est comme ça. Comme je te rappelle, j'ai des setups en mode discrétionnaire, ça veut dire que je vais être beaucoup plus flexible sur mes entrées, je vais beaucoup plus m'adapter, et j'ai des setups mécaniques où peu importe ce que le marché me montre, peu importe ce que moi je vois avec mes yeux, si j'ai mes règles qui sont respectées, je rentre en position. Donc voilà, ça dépend à chacun de votre manière de trader. Il y en a qui vont préférer les setups mécaniques, d'autres des setups discrétionnaires. Moi je mixe ici les deux. Maintenant, comme je dis, on reste ici un flux qui reste haussier sur du moyen terme, même si on a des signaux de faiblesse sur du court terme avec ces prises de liquidité, réintégration, on peut connaître un retracement de 4, 5, 6%, revenir chercher ce niveau-là, ce qui, moi, est une zone où je vais surveiller pour potentiellement prendre des longs. Donc là, on est un peu dans une zone qui ne m'intéresse pas spécialement au niveau de Bitcoin, et idéalement, la zone, comme je vous l'ai dit, aller à ce niveau-là. Au niveau de l'order flow, on voit qu'on a eu un peu un spread qui a bien augmenté quand même entre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, surtout jeudi ici vendredi. Et au niveau de l'order flow, on voit qu'on a eu ici un funding qui repassait positif et qui maintenait sur des niveaux assez élevés, pas élevés sur du long terme, mais reste élevé sur du court terme. On avait ici une hausse de l'open interest, ce qui peut nous inciter à nous dire que dans cette zone-là, à ce niveau-là, on a pas mal d'acheteurs, on a pas mal de gens qui FOMO un peu, qui longuent. Quand je vois le sentiment de marché également sur Internet, Twitter, etc., c'est possible. Donc on peut être potentiellement ici sur un mini top local pour retracer et poser un bottom plus tard pour continuer. Je sais pas si on va continuer, j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour le moment, je vois qu'on a quand même un affaiblissement du momentum. Donc voilà, moi dans tous les cas, c'est cette zone-là que je vais surveiller. Maintenant, ouais, le sentiment de marché, c'est assez ouf sur les réseaux sociaux, comment les gens peuvent être bullish et bearish au pire moment. C'est-à-dire que est-ce que c'est dans cette zone-là que je vais chercher des longues? Absolument pas. Et d'un point de vue sentiment de marché, c'est un peu comme Ether. C'est comme Ether où qu'on a été chercher les $1400. Ça y est, Ether, c'était mort. En fait, le problème des gens, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre la valeur et le prix. La valeur, c'est le fondat, d'accord? C'est, ok, quel est l'apport de ce projet-là dans l'écosystème crypto? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est vraiment l'analyse fondamentale qu'on va réaliser d'un projet? Ça, c'est sa valeur. Le prix, c'est complètement différent, d'accord? Et le problème, c'est que la plupart des gens font une analyse technique ou font une analyse plutôt du prix en parlant de la valeur, en parlant du fondat. C'est-à-dire que quand Ether est à $4000, c'est le meilleur projet, c'est le meilleur écosystème, c'est la meilleure crypto, et quand il va chercher ses $1500, entre ici et ici, la valeur n'a absolument pas changé, le fondat n'a pas changé, si ce n'est qu'elle s'est encore plus améliorée, donc ce qui est encore mieux. Et là, les gens vont dire, non, vu que le prix il est faible, le prix est bas, non, Ether c'est de la merde, Ether c'est dégueulasse, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'est purement une analyse avec les sentiments en lien avec le prix. Quand on fait une analyse long terme, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'étais le premier à vous le dire, et vous pouvez regarder, je vous ai dit ici, Ether est clairement sous-évalué, je ne peux pas, moi, accepter de me dire que Ether est à $1400, c'est l'ATH de 2018, sauf qu'en 7 ans, il s'est passé énormément de choses sur Ethereum. Et ça, c'est une analyse factuelle, c'est une réalité, c'est qu'il y a une distinction qui doit être faite entre la valeur et le prix. Peut-être, alors, estimer précisément la valeur d'Ether, ça reste toujours
compliqué. Maintenant, pour moi, 1400 $, c'est un projet qui est sous-évalué. Et le prix, il peut faire ça, hein. Le prix peut faire quelque chose comme ça, la valeur va peut-être tendre sur quelque chose comme ça. Et techniquement, le prix suit la valeur, mais on a des moments où ça va être surévalué, des moments où ça va être sous-évalué, c'est comme ça. Je pense qu'en 2018, on était clairement largement surévalué. En 2021, on était peut-être surévalué. Maintenant, là, pour moi, on est clairement sous-évalué. Comme je dis, c'est difficile à estimer, mais quand on me dit que Ether revient chercher ses prix de 2018, avec l'adoption qu'il y a, avec les ETF, avec les mises à jour qu'il y a eu, Ether 2.0 et j'en passe, pour moi, Ether a un potentiel d'aller au-delà de la TH, et sur ce cycle pour moi il a un potentiel. Je vais transitionner sur Ether, mais ce côté sentiment de marché, faites bien la distinction entre le côté fondamental, la valeur qu'apporte un projet, et le côté prix. Et alors oui, c'est très simple d'associer le prix à la valeur, et c'est souvent ce qui est fait. Pourtant c'est une grosse erreur selon moi. Au niveau d'Ether, on a eu une excellente clôture weekly. Pour moi, ici, ça c'est un niveau qui doit tenir. On ne doit pas repasser après ce type de clôture sous les 2100 $. C'est-à-dire que là, si on nous propose un pullback, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher des longues, pour avoir ici un risk-reward assez intéressant pour viser, l'extrémité opposée, vers les 4000 $. Je mettrais plutôt une zone d'invalidation en clôture weekly sous cette bougie impulsive. Ici, on a eu quand même un plus 40% dans la semaine, globalement vers les 1740 $, parce qu'on n'a aucun intérêt, selon moi, à réintégrer et à clôturer en weekly en dessous de cette bougie impulsive. Ce qui fait un risk-reward quand même assez intéressant. Ici, un risk-reward de 5,6 pour 1. Si on a ce genre de pullback, c'est un trade très intéressant à prendre. Il y en a qui vont être plus agressifs et qui vont vouloir se positionner au niveau de la clôture. Bon, on voit que ça réduit considérablement le risk-reward, avec ici un risk-reward de 2 pour. Moi, dans tous les cas, j'en ai pas mal accumulé de l'Ether à ce niveau-là, avec des ordres en mode épuisé, plus des ordres que j'ai également ajoutés, parce que comme je dis, pour moi, c'était un prix qui ne reflétait pas sa valeur. Si on a un retracement, un pullback ici, c'est également une zone que je vais surveiller pour chercher des longues. Mais là, ouais, on a une très bonne clôture weekly. On a un fort momentum. Si je mets ici des moyennes mobiles, on reste dans une dynamique qui est haussière, et on est en compression ici entre le tunnel 3 jours qui fait office de résistance et le tunnel 15 minutes qui fait office de support. Maintenant, on reste dans un momentum bien haussier. On voit que les pullbacks sur les moyennes mobiles, c'est des très bonnes opportunités d'achat. Je vais changer de chart ici, j'ai passé sur Ether. Voilà, on voit bien sur du court terme, on a un 3 minutes au-dessus du 15, un 15 au-dessus du 1 heure. À chaque fois qu'on pullback, on a un magnifique rejet acheteur. Pour moi, Ether est dans une bonne dynamique, et on prend toujours les moyennes mobiles. On a des pullbacks. Quand ces pullbacks sont atteints, et ben on cherche des longues pour faire la continuation de tendance, à condition que, bien sûr, on a une réaction acheteuse à l'intérieur de ces zones de localisation. Donc là, sur Ether, on a cette zone-là qui est intéressante. Là, on se situe actuellement, déjà chiffron psychologique de 2500 $, plus tunnel 15 minutes. Si on perd ce niveau-là, j'ai une zone intéressante ici vers les 2300. Si on doit corriger, on a ce pressant niveau-là de support, un peu un bad range. Idéalement, si on a une prise de liquidité au niveau du tunnel 1 heure point pivot weekly, ça peut être une bonne zone. Alors, je pense pas qu'on va y aller aussi rapidement. Après, marché crypto, ça peut aller vite, parce qu'on serait quand même sur un moins 8%. Donc voilà, je préfère pas anticiper, hein. Mon but c'est pas de l'anticiper, mais je sais très bien que si on va chercher cette zone-là, ça sera une zone intéressante. On voit pareil Ether qui est revenu chercher son pressant sommet, réaction vendeuse au niveau du point pivot daily. Donc on voit pareil, on a un peu des réactions, enfin on a des vendeurs qui sont présents vers les 2600 $. En plus c'est un chiffron psychologique. La paire ETH-BTC, pareil, c'est intéressant ce qu'on fait, beaucoup trop tôt pour parler de bottom. On est toujours sous les moyennes mobiles long terme, tunnel daily, tunnel 3 jours, mais ici on a potentiellement constitué un premier bottom court moyen terme pour avoir une plus grosse structure. C'est beaucoup trop tôt, on pourrait être également exactement sur ce genre de rejet acheteur à ce niveau-là. On pourrait avoir ici exactement la même chose, donc c'est pour ça que je dis c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom. Vous voyez, pareil, ici on a une bonne réaction acheteuse à ce niveau-là, je vais zoomer. Une bonne réaction acheteuse, là en 2 semaines, vous voyez, plus 23%, c'est pas pour ça qu'ensuite on ne peut pas corriger, on ne peut pas consolider. On voit bien qu'après, on rentre plutôt dans un range à ce niveau-là, et on pose une plus grosse structure. Bah, c'est ce qu'on pourrait faire, et c'est même ce que j'aimerais voir, quelque chose comme ça. Ouais. Hop, si on fait ça, là on aurait de grandes chances d'avoir posé un bottom, et d'avoir un Ether qui est prêt à surperformer le BTC. Voilà de mon côté BTC, Ether, c'est globalement des cryptos que je vais surveiller cette semaine pour faire de la continuation de tendance, parce que c'est des cryptos qui sont fortes et qui performent bien, surtout Ether. Maintenant, pas se précipiter, je trace mes zones, j'attends d'avoir des réactions acheteuses à l'intérieur de ces zones-là.
Alors au niveau des altcoins, donc déjà je vais commencer ici par Total 3 qui continue, Total 3 qui est là, qui continue sa hausse, qui nous a fait une bonne réintégration de ce niveau-là, on a break ce niveau de résistance. Tac, ce niveau-là, on voit bien que cette zone-là, c'est un niveau vraiment clé, un niveau très important. On la break, maintenant c'est un niveau, si on pull back, qui doit faire office de support. Si on tient comme ça, on serait dans un changement de dynamique creux et sommet de plus en plus bas, dans une dynamique qui est haussière, et là on serait prêt à aller faire ici un nouveau sommet. Donc les altcoins c'est plutôt pas mal, même si on voit pareil aujourd'hui, on a une réaction qui est vendeuse. Au niveau de la Bitcoin dominance, on a quand même ici un signal qu'il ne faut pas négliger, beaucoup trop tôt pour parler d'altcoin season, pour parler de ça y est, c'est parti. On pourrait être potentiellement sur une altcoin season si on commence à sortir de ce canal baissier, avoir de l'acceptation, repasser sous les 60% et break ce tunnel daily. On voit que là il y a une fausse cassure, réintégration, sinon on a une vraie cassure et on accepte. Là on pourrait avoir une accélération et il faut faire gaffe parce que en général quand on a une altcoin season, ça se fait très rapidement. Vous voyez là c'est 3, 4, 5, allez c'est 6 semaines, allez 2 mois. Là c'est 1 mois. Cette baisse où on passe de 68% à 35%, c'est énorme. C'est énorme, c'est moins 50%. Donc voilà, si on a une rotation comme ça des capitaux entre Bitcoin et les altcoins, ça pourrait être pas mal. C'est sûr tout le monde en profiterait. Maintenant beaucoup trop tôt pour parler d'altcoin season. Par contre, c'est un signal qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on a un ravalement baissier ici sur la Bitcoin dominance. Donc voilà, sur les altcoins, prenez toujours les cryptos les plus fortes. Ça, on en avait parlé dans notre manière de nous positionner. On prend les altcoins qui performent bien et on fait de la continuation de tendance sur ces cryptos-là. Alors, on m'a demandé quelques cryptos, on m'a demandé une analyse de GRT. Tac. Hop. GRT, bon, c'est une crypto dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, je vous avais dit que parmi toutes les cryptos IA, c'est pas la crypto que je préférais le plus. Maintenant, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. Ici, un bad range. Et comme je vous l'ai dit sur GRT, je vous l'ai dit sur plein de cryptos, hein, même des cryptos qui étaient revenus bas. Je vous avais dit sur Polkadot, je vous en ai parlé sur plein. Quand on est comme ça, sur des niveaux de support weekly, voire même monthly, hein, ça c'est des niveaux de support qui tiennent depuis 2022, et on fait du yo-yo, hein, c'est depuis un moment on fait du yo-yo, et beaucoup cherchent à rentrer et ensuite faire un x15, x20, alors que on peut avoir ici un x2, j'ai pas envie de dire facilement, parce qu'il y a rien qui est facile quand on trade, quand on investit comme ça tous les jours, mais en tout cas, le schéma se répète assez souvent. On revient chercher une extrémité basse, on a une réaction acheteuse, et on revient chercher l'extrémité haute. Donc quand on est comme ça sur des extrémités basses, rentrer en position pour alléger sur l'extrémité haute, ça peut clairement être intéressant. Actuellement, on est un peu sur le milieu de range, c'est pas la zone la plus intéressante. Voilà, on voit que l'on est sur ce niveau-là, proche plutôt de cette zone-là, qui est globalement notre milieu de range. On a une extrémité haute, une extrémité basse, on a un milieu de range. Ce milieu de range fait ici office de résistance tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là. Si on commence à le franchir, on aura de chance d'aller chercher ici l'extrémité opposée au niveau des 17 centimes de dollars. Maintenant, rien n'empêche quand on fait comme ça de la stratégie de range, on se positionne sur l'extrémité basse pour prendre des profits sur l'extrémité haute, de garder une exposition partielle au cas où on a un break et une continuation de la hausse. On avait vu, si on doit break et sortir de ce range-là à nouveau, on a les 50 centimes qui vont être intéressants à surveiller, ensuite les 1,12 $. Attention, on a eu sûrement des déblocages de jetons sur GRT, on peut vérifier ça avec le market cap, mais pour moi, c'est des cryptos qui ont très peu de chances de faire un nouvel ATH. On peut regarder ça comme ça, crypto cap, plus loin, GRT. Je l'ai pas, on peut aller sur ChartCoinTrader.pro. GRT, The Graph, market cap. Et on peut faire quelque chose de très simple. On regarde entre le prix de maintenant et l'ATH. On est sur une performance de 2200%. Et là, si je prends à ce niveau-là avec le market cap, on voit qu'on serait sur une performance de 400%. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de déblocage de jetons. De toute façon, on le voit très bien à ce niveau-là. Ce rebond qu'on a ici, c'est ce rebond-là. Et on voit la différence. C'est normal, on a eu pas mal de déblocage de jetons. Je vous rappelle qu'est-ce qui fait augmenter le market cap. Le market cap, c'est le nombre de tokens en circulation fois le prix. Donc si on a une augmentation du market cap sans avoir une augmentation du prix, ou alors on a une augmentation du market cap qui est plus importante proportionnellement que l'évolution du prix, ça veut dire qu'on a tout simplement de la dilution, on a des jetons qui sont ajoutés, et ça peut être impactant parce qu'automatiquement il faut plus le même market cap maintenant pour aller faire un nouvel ATH. Ça, c'est plus compliqué d'investir dans ce type de projet selon moi. Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que c'est quelque chose que vous devez tenir en compte. Une analyse de NOS.
Alors, ok, c'est une crypto qui a bien performé. Ensuite, on a eu une structure de top de marché ici, creux et sommets de plus en plus bas. On a entamé une dynamique qui est baissière. On voit bien qu'on fait ici des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc la dynamique de fond est baissière, même si on a eu un fort pump. On a bien retracé. On a cassé cette structure. Donc là, ça nous montre quand même que on a une forte pression vendeuse. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que c'est compliqué de se positionner. Alors oui, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. On est revenu chercher cette précédente zone de demande. Si je mets un Fibonacci, on est sûrement revenu chercher ici les 0,886 de Fibo. Ouais, largement en dessous. Donc, on est sur des bonnes zones de localisation. Il nous manque, c'est une réaction acheteuse. Là, idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est une pattern de retournement, quelque chose comme ça, réintégrer ce précédent niveau. Là, il y a deux choses, il y a deux sujets. Il y a la pattern de retournement, comme on a eu ici. Vous voyez, là, c'est pareil. On a une dynamique baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Là, on a une pattern de retournement nous inverse notre dynamique. Alors oui, on part pas to the moon, mais déjà, on est sur on va chercher ici un x2 presque. Donc ça nous montre tout simplement que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. C'est ce qui nous manque ici, avoir cette pattern de retournement pour déjà avoir un signal acheteur. Idéalement, on veut une réintégration de ce niveau-là pour avoir une confirmation comme quoi on réintègre un niveau important. Et dans ce cas-là, ouais, ça sera un signal assez bullish. Et ensuite, on peut tracer des niveaux de résistance pour potentiellement prendre des profits. On a ce niveau-là. Et on a ce niveau-là. Et si on commence à passer au-dessus des 4,20, pour moi, on n'aura pas de mal d'aller faire un nouvel ATH. On m'a demandé une analyse d'Avax. Avax, ça fait longtemps que je l'avais pas analysé, mais vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est que on réintègre ce niveau-là, qui faisait office de support. On a break, on voit qu'il a fait office de résistance, et on l'a réintégré, donc il fait à nouveau office de support. On est en train de bloquer ici au niveau de la précédente value area low, qui, maintenant qu'on la break par le bas, fait automatiquement office de résistance. C'est plutôt pas mal ce que nous fait Avax. Idéalement, si on a un pullback ici, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues, un peu comme le trade que je vous ai montré sur Ether, avec une zone d'invalidation sous soit cette bougie impulsive, soit ici pour être un peu plus prudent sous ce creux-là, et d'aller chercher comme TP l'extrémité opposée. Voilà, ça c'est un setup qui est tout à fait viable. On a un très bon risk reward avec une zone d'invalidation qui est claire. Si j'ai une clôture weekly sous ce niveau-là, je ne peux pas holder parce que là on aurait vraiment la confirmation comme quoi on repasse sous cette extrémité basse, on valide un creux plus bas et en général ça serait pas bon. Donc c'est vraiment ce que je surveillerais sur Avax au cas où on a un pullback. Quelqu'un de plus agressif pourrait se positionner ici. Maintenant on n'aurait pas le meilleur des risk rewards. 3 pour 1, ça peut encore se jouer. Ça dépend de vous. Donc voilà. Et sur Avax, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, qui est un niveau qui fait office de résistance, on le voit bien, et ben on aurait de grandes chances d'aller chercher cette prochaine zone-là. Parce qu'on réintégrerait cette extrémité basse de ce range-là, et en général, qu'on réintègre un bas de range, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Et si ce niveau-là, on le break, les 100$, on a une bonne confluence ici pour TP, quelqu'un qui se positionne sur une extrémité basse, ici, TP les 100$, légèrement en dessous, 98,5, 99, ça peut être clairement intéressant sur un bon TP partiel, c'est une très bonne zone. Et si on break ce niveau-là, ensuite on aura de grandes chances de faire un nouvel ATH. Pour ça, si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions de Fibonacci pour voir les niveaux qui seront intéressants à surveiller. Hop. On a un 118, 100% d'extension entre les 232 et les 285$. Voilà au niveau des 3 altcoins que vous me demandez d'analyser. Vous pouvez m'en mettre d'autres en commentaire que je me chargerai cette semaine. Au niveau du marché US, on a un très bon rebond qui est en cours, qui poursuit. On voit qu'on est en train d'atteindre notre zone de résistance à ce niveau-là. Voilà, hop. Bonne zone de résistance qu'on avait identifiée. Hein. Je vous avais dit au moment où on réintègre ce niveau-là, on aura toujours d'aller chercher cette prochaine zone. Maintenant, on est sur un niveau clé. On est sur un niveau de résistance, donc c'est pas le moment de FOMO, de s'enflammer. On voit qu'on a très bien rebondi en weekly. Et voilà, c'est toujours ce niveau, il me fait rire. Hein, c'est que aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de moins 20%, à partir du plus haut, ils estiment qu'on est en bear market. Et c'est souvent ça, c'est vous faites souvent des moins 20%, on piège énormément de monde, et au final, on rebondit. C'est pour ça, je vous avais dit historiquement, si vous voulez commencer à acheter du S&P, je vous dis pas de all-in, je vous dis pas c'est parce qu'on fait un moins 20% qu'il faut all-in à ce niveau-là, mais ça commence à être intéressant de re-rentrer en position à partir d'un moins 20%, parce que c'est des niveaux techniques, surtout, enfin pas techniques, mais plutôt d'un point de vue sentiment, où les gens commencent à vendre, parce que on passe
selon ce qui est dit en bear market. Alors ça veut rien dire, un bear market ça se caractérise par des creux et des sommets de plus en plus bas, une dynamique baissière sur du long terme, ce qui n'est pas spécialement le cas si je me mets ici en monthly. En plus on a une magnifique bougie mensuelle. C'est pas pour ça que c'est reparti to the moon, et je pense pas que le SP500 repartira to the moon comme on a connu 2023, 2024, mais déjà on a un très bon rebond, et on est sur résistance. Si par contre cette résistance ne tient pas et qu'on réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher ici cette prochaine zone de résistance qui est globalement les précédents ATH. Au niveau du Nasdaq, c'est à peu près pareil, sauf qu'on a un momentum qui est un peu plus puissant. Maintenant, la résistance la plus intéressante pour moi, elle est ici, puisque c'est la ligne de coup de cette pattern de top, d'accord. Donc là, c'était une résistance, mais on voit qu'on a une différence sur la confluence entre le SP500 où c'est globalement ce précédent sommet, mais c'est également cette pattern de distribution avec cette ligne de coup, avec ici le Nasdaq où on a ce niveau-là qui est oui intéressant, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est cette zone-là. Donc si on commence à la réintégrer, pareil, on aurait de grandes chances d'aller chercher cette zone-là. Maintenant, on est sur des lignes de coup, on est sur des lignes de coup de pattern de top. Donc statistiquement, on a quand même plus de chances d'avoir des rejets sur ces niveaux-là. Je vous laisse avec ça, pas grand chose à ajouter de mon côté, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Dites-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, dites-moi également en commentaire la question du jour que vous aimeriez que je réponde demain. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.